Bonjour à toutes et à tous. Je vois que nous sommes 41 personnes autour de nos ordinateurs. Donc, je propose de commencer cette petite réunion virtuelle. Je vous remercie vraiment d'avoir pu vous libérer aujourd'hui et porter de l'intérêt à ce sujet qui nous a tous beaucoup occupés, voire ennuyés, voire préoccupés depuis de longues semaines. Il ne s'agit pas de faire un trop grand retour en arrière sur tout ce dont tout ce qu'on a connu dans les différentes semaines qui viennent de s'écouler, mais faire un point sur les difficultés rencontrées et surtout se tourner vers l'avenir. Savoir comment réagir, essayer d'échanger sur nos manières de réagir à la veille ce qu'on nous annonce comme une deuxième, voire une troisième vague du Covid-19. Après cette courte introduction, je voulais juste vous donner 2-3 éléments sur la manière dont ça va se passer. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez tout le loisir de pouvoir le revoir et encore le revoir dans les semaines qui viennent, en tout cas pour les membres du cercle Montesquieu. Vous êtes évidemment en capacité, et on vous le propose, de réagir au cours des différentes interventions. Vous pouvez le faire par écrit, comme vous pouvez le voir en bas de votre écran, mais également à la fin de chaque item, n'hésitez pas à nous interrompre ou à poser vos questions ou faire part de vos commentaires. L'idée étant d'échanger sur nos retours d'expérience et la manière dont on appréhende le sujet. Je vais désormais présenter les intervenants, que je remercie également immédiatement. Nathalie Louis, qui est General Counsel de Subsea 7 et qui nous fera part de son expérience dans ce domaine. Rebecca Major, qui est associée et responsable du département énergie et infrastructure d'Herbert Smith. Je salue et je remercie le cabinet Herbert Smith, qui est un cabinet ami du Cercle Montesquieu et qui nous accompagne très régulièrement dans ce type d'événement. Merci beaucoup à vous et à votre disponibilité. Thierry Tomasi, qui est associé au département contentieux et arbitrage du même cabinet. Et enfin, Emily Fox, of Counsel du même département contentieux et arbitrage. Voilà, je crois que l'introduction est désormais terminée. Je remercie bien entendu Maëlys du Cercle Montesquieu, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu prendre forme. Je suis moi-même directeur juridique, comme j'imagine et je sais la grande majorité d'entre vous, mais ce n'est pas en qualité de directeur juridique que j'interviens aujourd'hui, mais en qualité de président de la commission internationale, des affaires internationales du Cercle Montesquieu. Mais je profiterai quand même de ce moment-là pour vous faire part de mon expérience et des difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc, je donne la parole immédiatement à Rebecca, qui va prendre le relais. Rebecca, the floor is yours. Merci beaucoup, Frédéric. En fait, je pense qu'on va d'abord passer ça à Nathalie, parce que ce qui est le plus important, c'est d'entendre les expériences des directeurs et directrices juridiques plutôt que les avocats, parce que vous étiez en première ligne. Donc, Nathalie, si tu veux commencer. Merci. Pour ceux qui ne savent pas qui est Subsea 7, ça doit être un certain nombre d'entre vous, nous travaillons dans le secteur de l'énergie offshore, donc en mer. Et le secteur de l'énergie a eu cette particularité pendant la crise du Covid d'avoir été déclaré par l'ensemble des États comme un secteur essentiel pour l'activité économique. Ce qui a bien sûr un impact particulier sur le fait que nous avons pu continuer à travailler, y compris en dehors des gens qui travaillent dans les bureaux. Donc voilà, la crise sanitaire a présenté un grand nombre de challenges qui ont affecté tous ceux qui travaillent pour Subsea 7, mais aussi l'ensemble des opérations de Subsea 7. C'est-à-dire que si nous étions considérés comme secteur essentiel, il n'empêche qu'il y avait un impact non négligeable sur nos opérations.
Nous avons donc dû adapter nos pratiques de manière à, bien entendu, protéger la santé et la sécurité de nos équipes, que ce soit à terre ou encore en mer, tout en continuant à remplir nos obligations et en essayant d'adresser les différents challenges logistiques liés à l'exécution de nos projets. Donc, certaines de nos opérations ont été temporairement affectées et nous avons dû aussi travailler dans des conditions de lockdown, comme vous tous. Donc, nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour minimiser l'impact sur nos opérations. Toutefois, nous avons subi des coûts supplémentaires substantiels dans le cadre de la performance de nos obligations. Donc, si on continue, si on passe à la slide suivante, et effectivement, ce que nous avons regardé initialement, je crois que le premier réflexe qui est venu à tout le monde et la première question qui m'a été posée, c'était de dire mais il est bien évident que cet événement de Covid-19 réunit les conditions de la force majeure et qu'il doit y avoir des dispositions contractuelles afférant à la clause majeure qui sont applicables. Alors, bon, inutile de rappeler que certains systèmes de droit définissent la clause contractuelle relative à un événement exceptionnel, imprévisible et qui échappe au contrôle raisonnable des parties, comme de la force majeure. Bien souvent, le contrat définit une liste d'événements qui peuvent constituer de la force majeure. Et quelquefois, c'est aussi un des pièges de ces clauses de force majeure qui font que les événements constitutifs de force majeure sont listés dans le contrat et sont quelquefois même restreints à ceux qui se passent dans le pays lui-même. Et dans le cadre du Covid-19, on a pu être impacté par des événements de force majeure qui puissent passer et commencer par exemple en Chine et s'appliquer à des restrictions qui ne s'appliquaient pas directement à notre performance, mais à celle de nos sous-traitants. Donc, c'était assez intéressant de regarder l'ensemble des clauses contractuelles et de voir si on avait bien une définition de la force majeure qui était assez large pour couvrir les éléments relatifs au Covid-19 ou encore l'impact du Covid-19. Les épidémies, les pandémies ne sont pas toujours listées dans cette liste si c'est une liste limitative. Par contre, elles tombent souvent sous le coup d'une autre définition et d'événements de force majeure. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde bien tous nos clauses de force majeure et ça a été l'occasion pour beaucoup de directeurs juridiques de regarder leurs clauses de force majeure et de regarder quel était l'impact du coronavirus et s'il était dans le cadre de cette définition. Toutefois, quelque chose qui m'a paru, moi aussi, beaucoup plus important, c'était de voir les effets ou les conséquences de la force majeure. La force majeure a pour objectif, lorsqu'elle est agréée dans une clause contractuelle ou lorsqu'elle s'applique de droit, de suspendre l'obligation d'exécuter les obligations contractuelles tant que la force majeure empêche son exécution. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que nous n'étions pas, étant secteur essentiel, toujours empêchés d'exécuter nos contrats. Le problème qui se posait, qui était un problème très particulier, c'est que nous avions des coûts supplémentaires qui étaient, que nous avions à supporter du fait de contraintes qui étaient imposées par ces circonstances de Covid-19 qui étaient eux-mêmes des causes de force majeure. Et il est intéressant de regarder, la première question qu'il faut qu'on se pose en regardant les forces majeures, c'est est-ce que nous avons été empêchés de remplir nos obligations contractuelles et est-ce que celles-ci ont été suspendues. De la même façon, il y a eu certaines décisions assez intéressantes sur la force majeure, alors c'est plutôt en droit anglais, mais sur est-ce que la force majeure doit résulter dans la non-performance des contrats ou est-ce qu'un impact sur la performance peut être pris en compte par la clause de force majeure. Et c'est une question intéressante qui
qui doit faire l'objet d'une lecture très stricte de la clause. Il est évident que la plupart des clauses que nous avons nous obligent à minimiser l'impact du dommage et des coûts supplémentaires. Toutefois, ce qui est assez intéressant, c'est que nous nous sommes rendus compte, et ce que nous savions initialement, c'est que l'objet de la clause de force majeure, c'était de pouvoir couvrir une période de non-exécution et d'avoir une extension des délais pour remplir nos obligations contractuelles. Mais très rarement, il y avait une indemnisation pour les coûts supplémentaires liés à l'exécution des conditions contractuelles. Qui plus est, la plupart des contrats dans une industrie qui reste une industrie liée à ce qu'on appelle les opérations de construction, prévoient le plus souvent pour les clients et pour le client uniquement l'opportunité de résilier le contrat. Et donc, ça crée pour Subsea 7 une exposition supplémentaire qui nous a fait dire, même si naturellement nous aurions pu vouloir nous abriter derrière les clauses de force majeure, celles-ci n'étaient pas les bonnes pour nous permettre d'arriver à ce que nous souhaitions faire. Donc, nous avons gardé, si on passe à la slide suivante, ce que nous devrions faire, et nous avons regardé notamment quelles sont les alternatives à la force majeure. Et la plupart de nos contrats, Subsea 7 emploie 12 000 personnes et travaille dans 27 pays différents. En travaillant dans 27 pays différents, il est évident que nous avons dans chacun des pays dans lesquels nous travaillons une protection pour les changements de loi. Et nous avons cette protection pour les changements de loi qui couvre non seulement les délais, mais qui couvrent aussi les coûts supplémentaires et qui nous permettent de négocier avec notre client ce qui s'appelle un change order ou un variation order, ou d'avoir une contribution à nos coûts supplémentaires. Donc, c'est la voie qui a été choisie par nous parce qu'elle s'applique. Donc, il faut, dans le cadre de ces clauses-là, nous devons… Alors, les questions qui se posent sont diverses et variées, mais le changement de loi doit avoir un impact sur l'exécution des travaux. Et ce que fait ensuite cette clause, c'est qu'elle nous a permis de demander à nos clients de couvrir les coûts incidents. Et la seule chose sur laquelle j'avais souhaité aussi vous alerter, c'est que quand on regarde les clauses de changement de loi, on s'aperçoit quelquefois que le client conserve néanmoins une faculté qui est celle d'instruire les coûts supplémentaires pour que ceux-ci soient couverts par le contrat. Donc, ça a été quelque chose sur lequel on a porté toute notre attention. Donc, pour retour d'expérience, oui, nous sommes dans un secteur particulier, mais le Covid-19 a eu un impact très notable et considérable sur nos opérations, ne nous a pas empêchés de performer, mais nous devions trouver un moyen de voir couvrir ces coûts supplémentaires. Alors, Nathalie, vous avez parfaitement mis en lumière une des considérations essentielles qui doivent guider le choix d'un mécanisme contractuel ou légal pour la partie qui subit un événement perturbateur dans l'exécution du contrat lié au Covid-19, celle de savoir quel est l'objectif qui est poursuivi finalement. S'agit-il de demander une suspension des obligations? S'agit-il d'obtenir la couverture de coûts supplémentaires? S'agit-il d'obtenir une renégociation du contrat? Ou s'agit-il de potentiellement arriver à mettre un terme au contrat dont l'exécution est devenue déséquilibrée? Alors, nous n'allons pas dresser ici un panorama exhaustif de tous les mécanismes qui pourraient jouer pour répondre à ces différents objectifs. Simplement pour signaler, pour ce qui concerne la suspension des exécutions ou des effets équivalents à la suspension et notamment des délais supplémentaires pour la réalisation de travaux particuliers, il peut exister d'autres clauses contractuelles que la clause de force majeure. C'est le cas par exemple, mais là encore l'exemple n'est pas exhaustif, des contrats FIDIC qui prévoient notamment les Red and Yellow Books qui contiennent des dispositions qui prévoient la possibilité d'obtenir des délais supplémentaires, par exemple, en cas de pénurie imprévisible de personnel ou de matériaux causée par une épidémie ou l'action d'un gouvernement.
ou encore qui permettent d'obtenir des délais supplémentaires et la prise en charge potentiellement de coûts supplémentaires en cas de retard imprévisible causé par les autorités d'un pays dans lequel des travaux se déroulent. Donc, on peut avoir d'autres alternatives à la force majeure en fonction du contrat, du contrat en cause. Par ailleurs, d'autres mécanismes permettent d'obtenir d'autres choses, Émilie. Oui, donc on a vu avec Thierry et Nathalie un certain nombre de clauses qui permettent de suspendre ces obligations contractuelles avec des effets divers et variés. Mais dans le cadre de la crise actuelle, certaines parties vont peut-être aussi vouloir résilier leur contrat. Et au-delà de la clause résolutoire classique, un exemple de clause de résiliation particulièrement pertinent et dont on a parlé un peu ces derniers temps dans le contexte actuel, c'est celui des clauses dites MAC, donc les clauses Material Adverse Change, ou d'effets significatifs défavorables en français, même si on préférera l'appellation MAC qui est plus simple. Donc c'est un type de clause qu'on trouve dans certains contrats et qui permet de résilier le contrat ou de mettre fin à certaines obligations si certains événements se produisent après la date du contrat. Alors on les trouve principalement dans deux types d'opérations, dans les opérations de M&A, entre le signing et le closing, pour permettre à l'acquéreur de se désister en cas d'événements défavorables. Et on les trouve également dans les contrats, dans les opérations de financement, pour permettre aux prêteurs de déclarer l'exigibilité anticipée de la dette. Alors, la question de savoir si une partie pourra se prévaloir de la clause MAC dans le contexte du Covid va très largement dépendre de la rédaction de la clause. On en revient souvent aux mêmes questions qui sont soulevées que pour la force majeure. Les clauses MAC peuvent être rédigées soit de manière très large, très, très générale, avec une liste plus spécifique d'exclusions, ou au contraire être rédigées de manière plus étroite et préciser de manière limitative les événements qui donnent lieu, qui permettent de déclencher la clause MAC. Et donc la question sera celle de savoir si le Covid et les conséquences du Covid, à la fois, alors soit sur la cible si on est dans le cadre d'une opération de M&A, soit sur l'emprunteur dans le cadre des opérations de financement, si ces conséquences-là permettent de déclencher la clause MAC. Alors attention, parce qu'il y a un débat sur la question de savoir si un effet défavorable significatif exclut les chocs macroéconomiques exogènes qui ne sont pas propres à l'emprunteur ou pas propres à la cible. Et encore une fois, ça va très largement dépendre de la rédaction de la clause MAC. Alors peut-être juste deux points particulièrement intéressants sur les clauses MAC, notamment dans le contexte actuel et notamment parce que la position du droit français et du droit anglais diffère sur ce point. La première, c'est que les clauses MAC peuvent être rédigées de manière objective ou subjective. Si elles sont rédigées de manière objective, en droit anglais, la simple appréciation subjective par la partie qui déclenche la clause MAC suffira, si cette appréciation est raisonnable et honnête, à déclencher cette clause de manière valable. Ce n'est a priori pas le cas en droit français, où le juge va préférer une appréciation objective de l'impact de l'événement en particulier sur la cible ou sur l'emprunteur. Deuxième point, particulièrement pertinent dans le contexte du Covid, c'est celui de la prévisibilité. En droit anglais, un événement qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat ne pourra vraisemblablement pas ensuite déclencher une clause MAC et ne pourra pas constituer un material adverse change. Il y a très peu de jurisprudence en la matière en droit français, mais il semblerait que, alors encore une fois, évidemment en fonction de la rédaction de la clause, il semblerait que la position soit différente. Dernier type de clause contractuelle ou d'outils contractuels, ce sont les clauses de renégociation ou les clauses dites de hardship en droit anglais. Donc c'est une clause au terme de laquelle les parties pourront demander un réaménagement du contrat
si un changement intervenu dans les données initiales, donc au regard desquelles les parties s'étaient engagées, vient modifier l'équilibre du contrat au point de faire subir à l'une des parties une difficulté ou une hardship injuste. Alors, de manière générale, les parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles, même si les événements ont rendu l'exécution plus onéreuse que ce qui était prévu lorsque le contrat a été signé. Mais si l'exécution est devenue excessivement onéreuse en raison d'un événement imprévisible qui échappe au contrôle raisonnable des parties, alors la clause de hardship peut venir obliger les parties à renégocier l'équilibre du contrat pour prendre en compte les conséquences de cet événement. Alors attention, parce qu'en droit anglais, les clauses de hardship pures, on les voit assez peu et parce qu'a priori, elles n'ont pas force exécutoire, puisqu'elles sont considérées en droit anglais comme étant ce qu'on appelle un agreement to agree, qui ne peut pas dont on ne peut pas ordonner l'exécution forcée, puisqu'on ne peut pas obliger les parties à se mettre d'accord. Un juge ne pourra pas se mettre à la place des parties et renégocier le contrat pour eux ou les obliger à se mettre d'accord. Et donc une clause qui se contente d'obliger les parties à renégocier leur accord n'aura pas force exécutoire. Donc, il faut bien faire attention à ce que la clause de hardship prévoit de manière précise et détaillée les modalités de son application. Donc, qu'est-ce qui déclenche la clause de hardship ? Éventuellement, quelle partie pourra déclencher la clause de hardship ? Et ensuite, est-ce qu'elle fait référence par exemple à une formule de calcul de prix, à un index économique, et est-ce qu'elle encadre cette renégociation dans un délai. Et aussi, autre point de distinction entre le droit français et le droit anglais, le droit anglais ne prévoit pas d'obligation de négocier de bonne foi, et contrairement au droit français, et donc il peut être utile de prévoir une obligation expresse dans le contrat, de négocier de bonne foi, ce qui, en revanche, commence à être accepté par la jurisprudence anglaise. Donc voilà pour les clauses contractuelles. Alors, au-delà effectivement des clauses contractuelles, des outils contractuels qu'on peut retrouver dans certains contrats internationaux, bien entendu, le droit applicable à chaque contrat reste important. Il se peut qu'en l'absence de toute prévision contractuelle, on trouve dans le droit applicable les outils qui permettent de répondre à un événement perturbateur. C'est le cas de la force majeure, bien évidemment, en droit français. Ce n'est pas le cas en droit anglais, puisque le droit anglais ne prévoit pas ce mécanisme de force majeure. C'est le cas aussi en droit français depuis la réforme de 2016, avec le mécanisme de l'imprévision qui est désormais prévu par l'article 1195 du Code civil et qui prévoit, si les parties n'ont pas convenu dans le contrat d'exclure l'application de l'article 1195, et si une partie au contrat n'a pas assumé le risque lié à l'événement perturbateur particulier qui se présente, et qui permet, en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, qui rend l'exécution excessivement onéreuse par l'une des parties, de solliciter la renégociation auprès de son contractant du contrat. C'est là, vous le savez, une innovation majeure de la réforme du Code civil, la récente réforme du Code civil. Alors, ce n'est pas un mécanisme qui va permettre de suspendre l'exécution d'une obligation, puisque il est expressément prévu que pendant la période de renégociation, les obligations qui découlent du contrat doivent être respectées. En revanche, cela permet, si les deux parties en sont d'accord, de saisir un juge pour lui demander de réviser le contrat ou d'y mettre un terme. Et cela permet aussi, si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord à l'issue d'une délai raisonnable de négociation, à l'une des parties au contrat de demander à un juge de réviser le contrat ou de le résilier. Et alors, en droit anglais, comme le disait Thierry, il n'y a pas de régime de la force majeure hors force majeure contractuelle. Donc, la doctrine qui s'applique s'il n'y a aucun outil contractuel, c'est la doctrine de la frustration qui vient combler le manque d'outils contractuels. Et alors, le contrat sera frustré si un événement postérieur à la formation du contrat
mais antérieure à son exécution ou à la finalisation de son exécution, vient le rendre soit impossible à exécuter, soit illégal, ou alors rend l'exécution radicalement différente de celle qui était envisagée par les parties au moment de la conclusion du contrat, de telle sorte que le contrat n'a plus aucun sens. Elle est d'application très restrictive. Il y a très très peu de jurisprudence dans laquelle un contrat a effectivement été considéré comme étant frustré, puisque les juges anglais sont très réticents à décharger les parties de leurs obligations. Donc, il ne sera pas frustré si le contrat devient uniquement plus onéreux à exécuter ou s'il existe une autre méthode d'exécution. Et il ne sera pas non plus frustré si les parties ont prévu, donc notamment par l'intermédiaire d'une clause de force majeure ou d'une clause MAC ou toute autre clause, ou auraient dû prévoir la survenance de cet événement et les conséquences qui en découleraient. Donc, pour se prévaloir de la frustration, il faut que l'événement se produise après la formation du contrat, ne soit dû à la faute d'aucune des parties et rende la poursuite de l'exécution impossible. Et alors, contrairement au régime de l'imprévision en droit français, la frustration met fin au contrat. Donc, les parties sont libérées de leurs obligations et le contrat prend fin. Donc, il n'y a pas de révision du contrat et il n'y a pas de renégociation. Le contrat prend tout simplement fin à ce moment-là, au moment de l'événement en question. Merci, Amélie. Merci Émilie, merci Thierry de nous avoir rappelé le panel d'outils théoriques dont on dispose dans ce type de situation. Le problème auquel on a tous été confrontés, c'est que nous avons tous été pris dans un vent de panique des opérationnels mais également du top management de toutes les boîtes, dans la mesure où chacun, et comme le disait tout à l'heure Nathalie, chacun a mis en avant tout de suite, a eu le réflexe force majeure. Nathalie nous a expliqué que les conséquences étaient bien précises et qu'il fallait vraiment faire attention avant d'évoquer ce type de protection, de clause. Et j'ai été moi-même confronté à ce vent de panique et j'en retire un élément fondamental qui est qu'il n'est pas possible d'avoir une position globale, et j'avoue avoir été attiré par cet écueil, d'avoir une position globale qui s'appliquerait à l'ensemble des contrats ou des projets. Là aussi, on a tous eu le réflexe force majeure, donc naturellement, on a eu tendance à penser que cette solution pouvait s'appliquer partout. Or, l'expérience a très rapidement montré qu'il n'était pas possible d'avoir une position globale. D'ailleurs, il est très important de discuter immédiatement avec chacun des opérationnels, me semble-t-il, pour comprendre leurs objectifs. Les objectifs pouvant être, pour un projet, d'obtenir une extension of time, pour un autre, d'avoir une meilleure couverture ou une plus grande couverture des dommages et des coûts additionnels, par exemple. Encore pour un autre, pour obtenir un variation order. Ou enfin, pour probablement un plus opportuniste, de rechercher la résiliation d'un contrat déficitaire. J'ai été confronté à chacune de ces situations. Donc, il est absolument et impérativement nécessaire de comprendre quelles sont les difficultés et les objectifs de chaque opérationnel. On est tous d'accord, il faut aller très très vite. On en a bien tous conscience. Et ensuite, on voit quelle est la boîte à outils contractuelle dont on dispose pour définir l'option, et pas le contraire. Et j'ai tendance, pour en parler à certains de mes camarades directeurs juridiques, j'ai tendance à penser qu'on a, pour une grande partie d'entre nous, été attirés par ce réflexe d'avoir une position globale. On sait maintenant qu'il ne faut surtout pas aller dans ce sens-là. Et la difficulté qu'a rappelé Thierry, c'est effectivement le droit applicable. Le droit applicable, on trouve des solutions dans le droit applicable. Encore faut-il s'y plonger, et très vite là aussi, et voir ce qu'il peut nous apporter.
Et quand vous avez des dizaines et des dizaines de contrats et de chaînes contractuelles qui sont complexes, vous rentrez dans une zone de turbulence qui est assez agitée. Donc, ceci étant dit, pour se projeter un peu vers l'avenir, quels sont, on en a parlé un petit peu avec Herbert Smith et Nathalie, il nous semble opportun d'avoir des réflexes qui sont très simples. Et on va, pour beaucoup de ces réflexes, vous allez voir, enfoncer des portes ouvertes. S'assurer d'avoir des contrats au même endroit. Bon, ça, chacun des juristes le sait, le réclame. Hélas, c'est rarement le cas. Mais je pense que ça nous aurait sincèrement tous simplifié la vie si ça avait été le cas. Anticiper les délais contractuels. On a vu qu'il fallait réagir vite. Parfois, c'est quelques jours pour prendre une position qui pourra avoir des conséquences extrêmement importantes pour la suite des événements. Réfléchir à la stratégie à moyen terme. Il ne s'agit pas de prendre une décision à la hâte sans se préoccuper de la stratégie que le groupe entend avoir. Ne pas limiter les options, on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs options qui sont offertes à nous. Bien lire le contrat, voir quelle est la boîte à outils et opter pour ce qui satisferait l'opérationnel au titre de son contrat, mais plus généralement le groupe au titre de sa stratégie. Pensez à l'obligation de minimiser le dommage, c'est primordial et Nathalie l'a rappelé. Et je ferai le lien avec le contract management. De mon expérience de cette situation, la gestion de la force majeure, quand on a appuyé sur le bouton de la force majeure, s'est apparenté immédiatement à du contract management au sens classique du terme. Il s'agissait d'expliquer qu'il était nécessaire, voire obligatoire, de mettre en place un certain nombre de mécanismes qui permettaient de démontrer qu'on avait mis en place tous les moyens nécessaires pour limiter les impacts et tenir ça à jour de manière extrêmement formelle. Et ça, c'est du contract management. Il faut absolument former les opérationnels sur les différents outils. Parce qu'on l'a vu tous, ce n'est pas en quelques jours, quand vous avez des dizaines et dizaines de contrats sur lesquels il faut réagir vite, que vous pouvez former les opérationnels. Il faut anticiper ça, leur expliquer effectivement sur chacun des contrats, vous avez tel type de clause, voilà les conséquences et conséquences. J'imagine que certains d'entre vous, en tout cas de certains de vos opérationnels, ont découvert in vivo le fait que la force majeure ne protégeait pas contre les co-additionnels. Chez moi aussi, je vous rassure. Et enfin, il faut réaliser cet inventaire détaillé des surcoûts, et ça va également avec le contract management. C'est très important de pouvoir démontrer, in fine, les surcoûts supportés par la partie. Merci Frédéric. Alors, on pensait comment on pourrait améliorer la situation pour l'avenir dans un monde idéal. Donc, je sais que vous êtes tous très, très occupés et vous êtes déjà partis sur autre chose et vous n'avez plus la tête pour force majeure, mais on essaye peut-être de juste garder à l'esprit ce qu'on pourrait faire ou ce que vous pourriez faire pour l'avenir, pour rendre la vie plus facile la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Ouais, il y aurait toujours une prochaine fois, que ce soit Covid ou que ce soit quelque chose d'autre. La première chose qu'on pensait, mais je suis ouverte à entendre de ce que vous pensez, c'est que ce serait utile d'avoir un petit tableau pour savoir les délais. Parce que, comme a dit Frédéric et Nathalie, vous n'avez pas beaucoup de temps pour gérer des crises, en fait. Et souvent, il faut envoyer une notification dans les 48 heures au début d'un événement de force majeure ou un changement de loi. Et en fait, ce serait très utile, je pense, de savoir quel contrat il faut gérer en premier, qu'est-ce qu'il faut gérer après, comment il faut gérer les contrats et anticiper en avance avec un petit tableau ou quelque chose comment vous allez faire. Ça revient peut-être au contract management, mais je pense que c'est important. Comme tout le monde a dit, une fois qu'on met le nez dedans dans un contrat dans une clause de force majeure ou une clause de changement de loi, etc.,
on se rend compte que c'est souvent assez mal rédigé. C'est pas très clair à quel moment il faut envoyer une notification. C'est quoi un événement de force majeure? Quand est-ce que Covid a commencé? Quand est-ce que la pandémie a commencé? Peut-être quand le World Health Organization l'a annoncé. Est-ce qu'on doit annoncer la fin de l'événement force majeure? Et c'est quand la fin? Est-ce qu'on doit annoncer ça, même si aujourd'hui, on peut continuer à exécuter le contrat, mais peut-être plus tard, on ne pourrait pas. Donc, est-ce qu'on doit réserver nos droits pour l'avenir ou est-ce qu'on attend? Donc, toutes ces questions-là sont venues. Et ensuite, il ne faut pas oublier le reporting. Souvent, dans les clauses de force majeure, il faut dire aux contreparties ce qu'on fait, ce qui se passe et faire un reporting régulier. On va avancer au prochain slide. Merci. Ensuite, si vous êtes vraiment, vous vous ennuyez vraiment et vous avez toujours envie de continuer votre audit de vos contrats, je pense que, comme on a tous dit, ça vaut la peine d'aller regarder vos clauses qui pourraient être utiles, force majeure, change of law, MAC, renégociation, imprévision, résiliation, il faut regarder tout ça. Et également réfléchir sur le droit applicable et comment ça influence ce qui est écrit dans le contrat. Et regarder les chaînes de contrats. Par exemple, vous pourriez peut-être avoir des tout petits contrats, mais qui pourraient déclencher quelque chose de beaucoup plus grave dans vos contrats de crédit, etc., si vous ne gérez pas ça comme il faut. Donc, une fois que vous avez regardé toutes vos clauses, comme on a dit, peut-être vous allez dire « Oh là là, c'est pas très bien fait ». Mais le problème, c'est que souvent, c'est difficile à renégocier un contrat qui a déjà été signé. Donc, vous pourriez peut-être, ou sinon, peut-être utiliser ces expériences pour l'avenir pour mieux rédiger vos contrats plus tard. C'est ça qu'on va regarder tout à l'heure. Dernièrement, sur ce slide, je voulais dire que, et Nathalie en a parlé aussi, c'est que même si vous avez un contrat de droit français, entre un Anglais et un Chinois, si le contrat est exécuté au Kazakhstan, et c'est aussi important de savoir comment va réagir le gouvernement de Kazakhstan, parce qu'ils vont peut-être changer la loi, ils vont peut-être, je pense que le gouvernement chinois, par exemple, ils émettaient des certificats pour dire qu'il y avait un cas de force majeure. Donc tout ça vaut la peine de réfléchir aussi où est-ce qu'on est et comment ça va influencer l'exécution du contrat. Ok, on va passer au prochain. Alors, merci Rebecca. Comme Frédéric et Rebecca l'ont évoqué, une des problématiques qu'il convient d'anticiper, c'est celle du cas où plusieurs contrats, un ensemble contractuel, concourent à la réalisation d'une même opération économique, puisqu'il peut y avoir des interférences entre les différents contrats. Alors, le type de difficulté qui peut se poser varie grandement en fonction de la situation, évidemment, du type de contrat dont il s'agit, du type d'opération dont il s'agit. La difficulté probablement la plus fréquente surgit lorsqu'il existe une asymétrie entre les clauses d'un contrat et les clauses des autres contrats qui composent l'ensemble contractuel. Par exemple, lorsque l'un des contrats qui concourt à l'opération ou le droit applicable à ce contrat permettent à une partie d'invoquer la force majeure, par exemple, pour suspendre ses obligations, alors que les autres contrats ou le droit applicable aux autres contrats ne permettent pas les co-contractants de cette partie de répercuter l'événement de force majeure sur leurs propres co-contractants. On peut imaginer par exemple le cas d'un contrat de sous-traitance conclu par un entrepreneur principal, par exemple, qui permet aux sous-traitants de se prévaloir d'un événement de force majeure au titre de la loi applicable du contrat, alors que le contrat ou la loi applicable au contrat conclu entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage, par exemple, ne permettent pas à l'entrepreneur de se prévaloir d'un événement de force majeure ou de se prévaloir de la déclaration de force majeure effectuée par le sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage. C'est un cas qui est plus fréquent qu'on ne le pense et qui peut, par la symétrie entre les dispositions contractuelles, créer des difficultés dans la réalisation de l'opération économique. Et ce cas est tellement fréquent que les contrats FIDIC prévoient, par exemple, expressément cette hypothèse, puisque, par exemple, les contrats FIDIC, pour revenir au monde de la construction, prévoient que l'entrepreneur principal assume le risque que les contrats de sous-traitance qu'il conclut contiennent des clauses de force majeure plus larges que celles du contrat FIDIC conclu avec le maître de l'ouvrage.
Donc, on a là une hypothèse qui est loin d'être un cas d'école. Et évidemment, la question de cette asymétrie, elle se pose avec une acuité plus ou moins grande selon la place qu'on occupe dans l'ensemble contractuel. Qu'on soit sous-traitant, entrepreneur principal ou maître de l'ouvrage, la question ne se posera pas exactement dans les mêmes termes. Et plusieurs considérations peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'on décide de mettre en œuvre ce type de clause. On peut avoir un co-contractant, par exemple, qui a une attitude égoïste de protection, qui est parfaitement légitime et qui va consister à protéger ses propres intérêts en mettant en œuvre la clause contractuelle ou la faculté qui lui est offerte par le droit applicable. On peut avoir, en revanche, des cas où il est souhaitable de se concerter avec ses partenaires et de trouver ensemble la solution contractuelle qui permettra peut-être de sauvegarder l'opération ou de protéger l'opération économique globale dont il s'agit. Et donc, peut-être, de renoncer à une déclaration de force majeure pour se prévaloir d'autres types de clauses qui poursuivent peut-être d'autres objectifs et qui permettent la réalisation de l'opération. Je crois, Frédéric, que vous avez été confronté à ce genre de sujet récemment où des déclarations de force majeure sont parfois mal reçues. Oui, absolument. On a été confronté à cette problématique. On a notifié une force majeure à un client à Budapest, pour ne pas nommer le pays, et le client nous a immédiatement répondu informellement sur le fait qu'il fallait qu'on retire notre notification pour la bonne et simple raison que lui-même était en difficulté vis-à-vis de ses lenders, dans la mesure où la documentation de crédit ne comportait pas de clause de force majeure de ce type-là. Donc, il nous a aiguillé vers une autre solution qui serait beaucoup plus douce à l'oreille de ces lenders et qui protégerait toute la chaîne contractuelle, sauf évidemment nous. Et c'est toujours l'écueil. Donc, effectivement, on est confronté, quand il y a une chaîne contractuelle, ça devient extrêmement compliqué. Et le back-to-back rigoureux prend tout son sens. Et c'est dans ces moments-là qu'on comprend la signification et le besoin d'un tel back-to-back. Absolument. Et ça vaut évidemment aussi pour les clauses de résolution des litiges, puisque vous pourriez très bien avoir une situation où les clauses de force majeure sont les mêmes dans les différents contrats, ou même le droit applicable est le même, mais si vos clauses de résolution des litiges sont différentes et incompatibles, et que malheureusement vous êtes dans une situation où vous êtes obligé d'aller devant les juridictions compétentes pour faire valoir vos droits, ou la partie adverse commence une procédure, il y a un réel risque de procédure parallèle avec le risque très important de décisions qui ne soient pas cohérentes. Et alors, ça vaut pour des clauses incompatibles entre l'arbitrage et la juridiction des tribunaux étatiques. Ça vaut aussi, attention, même au sein des clauses d'arbitrage, au sein de l'arbitrage, toutes les institutions ne prévoient pas la consolidation des procédures. Elles ont fait beaucoup de progrès dans les 10 dernières années et maintenant, la plupart des grandes institutions ont un règlement qui prévoit la consolidation ou la jonction des procédures. C'est le cas de la CCI, c'est le cas de la LCIA, mais ce n'est pas le cas de toutes les institutions. Par exemple, la AAA américaine ne prévoit pas de consolidation. Le règlement CNUTSI non plus, donc qui n'est pas une institution, mais qui est très fréquemment utilisé, n'a pas de mécanisme par défaut pour la consolidation ou la jonction. Et quand bien même les règlements le prévoient, ce sont des procédures qui sont très encadrées, soumises à des délais assez stricts, puisqu'il est très difficile de consolider des procédures une fois qu'un tribunal arbitral a été constitué. Et donc, il faut être très attentif, encore une fois, dans la rédaction et dans la conception de ces opérations complexes et de ces contrats back-to-back, à faire en sorte que les clauses de résolution des litiges soient, si ce n'est identiques, au moins compatibles. Alors, je pense qu'on va justement maintenant se tourner vers la rédaction de clauses et
et voir comment anticiper au mieux le risque et les risques dont nous venons de parler. Nathalie, tu veux reprendre? Oui, je veux bien reprendre. Je crois qu'aujourd'hui, on connaît le Covid-19. Ce que aujourd'hui, notamment en Europe, on n'avait pas l'habitude de parler de Covid, et aujourd'hui, le Covid-19 nous est extrêmement familier. Et il est extrêmement important aujourd'hui de se dire que ce qui a pu être applicable dans une première vague de Covid-19 ne sera peut-être pas applicable dans une seconde phase. Donc, il est important désormais de se dire que le Covid-19 n'aura peut-être pas les éléments d'imprévisibilité qui sont normalement requis. Et ainsi qu'on l'a vu, la force majeure n'est peut-être pas forcément la meilleure option dans ce cas-là. Donc, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est deux choses. Et c'est surtout la vision qui est celle de l'avenir. Et on a parlé d'entrepreneur principal, on a parlé de sous-traitance, on a parlé de contrat client. Et c'est vrai que où que vous soyez dans la chaîne d'exécution contractuelle, il est important de voir si vous dépendez d'autres sociétés dans la réalisation de vos obligations contractuelles ou pas, ce qui était le cas de Subsea 7. Donc, nous avons aujourd'hui demandé à l'ensemble de nos équipes et notamment dans tout ce qui est toutes les réponses aux appels d'offres ou les contrats qui sont plus organisés vers la sous-traitance ou les contrats type supply chain, de mettre une qualification générale qui disent que nous devons discuter explicitement et de manière adéquate des impacts liés au Covid-19. Et je pense qu'aujourd'hui, si on me demandait ce qu'il faut faire, je pense que ça fait l'objet d'une négociation, mais on ne peut pas, en tout état de cause aujourd'hui, faire comme si le monde n'avait pas changé. Il y aura un monde post-Covid-19 et les tribunaux, quand ils seront amenés à prendre des décisions, estimeront que le Covid-19 ne sera plus un événement non prévisible. Donc, ça va rendre les discussions contractuelles difficiles, mais c'est quelque chose qui est important. Merci. Alors, dernièrement, on voulait juste parler de clause Covid. On en a vu quelques-uns maintenant. On en a rédigé quelques-uns et on en a vu quelques-uns. Et je pense que le meilleur clause Covid n'existe pas encore. Mais la raison que ça n'existe pas, c'est que ça dépend, comme vient de dire Nathalie, de ce qu'on veut, en fait. Ce qui est très important, c'est de réfléchir sur qu'est-ce qui va se passer si ça revient. S'il y a une phase 2, qu'est-ce qui va se passer? Comme disait Nathalie, il y a plus d'imprévisibilité. Ça va être très compliqué de dire, on n'a pas imaginé que ça n'existerait pas. Donc, il faut un peu réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut. Donc, si vous regardez mon slide, c'est la première chose, je pense qu'il faut penser, c'est qu'est-ce que c'est Covid-19? On en a vu certaines clauses où on parle de s'il y a Covid-19, on va faire telle ou telle chose. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est Covid-20 ou quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu sur la définition du phase 2 et qu'est-ce que ça veut dire. C'est compliqué, sauf si on est médecin, de bien comprendre ce qui va se passer. Mais, il y a deux autres sujets sur lesquels on réfléchissait. Le premier sujet, c'est que souvent, comme on a dit avant, les événements de force majeure, il y a un début et un fin. Et est-ce que si Covid-19 a commencé au mois de mars, avril, est-ce que s'il y a une deuxième phase, est-ce que c'est toujours le même événement ou est-ce que c'est un nouvel événement? Je pense qu'il faut juste réfléchir là-dessus. Et l'autre chose, c'est que nous, on a vu beaucoup d'impact de Covid qui n'était pas vraiment Covid, en fait. Ce que je veux dire par ça, c'est que Covid a changé un peu le monde et a fait des choses qu'on n'aurait pas attendues. Par exemple,
le prix de pétrole. Vous avez tous vu les contrats négatifs aux États-Unis, des choses comme ça, des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Les prix d'électricité ont extrêmement baissé. Je vous ai mis les prix des œufs. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous voulez vraiment mettre œufs? Et j'ai dit oui, si, parce que les prix des œufs, ils ont flambé. Après, ça a descendu parce qu'il y avait trop d'œufs, parce que tout le monde a arrêté de faire des gâteaux. Donc, toutes ces choses-là, il y a plein d'impacts indirects. Le fait que le navire, qu'on s'attendait au Nigeria et aujourd'hui en Corée parce qu'il n'a pas pu venir jusqu'au Nigeria, etc. Est-ce que ça, c'est vraiment Covid ou c'est autre chose? Donc, tout ça, je pense qu'il faut bien réfléchir sur l'impact et on est super bien placé maintenant pour imaginer ce qui pourrait arriver parce qu'on a déjà vécu un peu. Après, je pense que mettre une clause Covid, il faut vraiment savoir, pour synthétiser ce qu'on a dit depuis 1 heure, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir plus de temps? Est-ce qu'on a envie d'avoir plus d'argent? Est-ce qu'on veut se permettre de résilier le contrat au bout d'un certain temps? Ou est-ce que ce qu'on veut vraiment, c'est que notre contrepartie ne se retourne pas en disant « Oh oui, mais en phase 2, je peux plus faire ce que je devais faire. » Parce que nous, on a envie de dire bah, « Oui, vous saviez qu'il pourrait y avoir une phase 2, deal with it. Faites quelque chose, faites ce qu'il faut faire du mitigation pour faire en sorte que vous pouvez faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Ce n'est pas imprévisible. Donc, deal with it. » Voilà. Donc, pour conclure, je pense qu'avec les clauses Covid, il faut savoir ce qu'on veut, quel est le but. Et je pense qu'avec les contrats en général, on a peut-être 3 choix. On peut juste laisser comme ça et espérer que ça va bien se passer en disant que ça va être trop difficile à renégocier maintenant ou trop difficile à prévoir maintenant. Donc, on espère que nos clauses de force majeure vont tenir le coup et ça va aller. Sinon, on essaye de tout prévoir et on se met d'accord maintenant sur, voilà, si le navire est en Chine et puis qu'on voudrait que ce soit en Nigeria et que, voilà, là, on prévoit tout maintenant. Ou on fait un petit peu au milieu, comme disait Nathalie, de dire s'il y a une phase 2, on va se mettre d'accord sur des coûts supplémentaires ou on va se mettre d'accord sur un délai supplémentaire. Le risque avec ça, bien sûr, c'est que si on ne se met pas d'accord au moment, on va finir en contentieux et vous allez occuper mes collègues Thierry et Emily pendant des mois et des mois sur le fait qu'on n'était pas d'accord sur le coût ou le délai à cause du phase 2. Donc, c'est pas facile, mais je dirais qu'il ne faudrait pas juste coller des clauses Covid partout. Je pense qu'il faut vraiment les utiliser carefully pour ne pas faire. Vous pourriez, sinon, je pense, mettre des clauses là où vous en voulez pas, en fait. Il faut vraiment réfléchir sur ce que vous voulez achever. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Je vous repasse Frédéric. Merci beaucoup, Rebecca. Écoutez, je vois que nous sommes à 1 minute de la fin théorique de cette séance. Alors, peut-être quelques minutes encore pour échanger, pour répondre à vos éventuelles questions. Profitons de la présence d'Herbert Smith aujourd'hui pour les interroger, et si vous avez des questions, mais également de Nathalie et moi-même. Voilà, vous pouvez le faire par écrit ou oralement, et si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave non plus. Je crois que vous avez les coordonnées d'Herbert Smith et des intervenants. Si vous voulez converser ou échanger avec eux plus tard, ce sera tout à fait possible. Bon, écoutez, je ne vois pas de questions arriver. Donc, il est 15h30 00. Donc, je vous remercie une fois de plus pour votre présence et puis vous dis à bientôt dans le cadre de la Commission internationale des affaires internationales du Cercle
ou dans un autre cadre. Au revoir à tout le monde et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.